pour le calme qui a été le vôtre par rapport au camp sortant et même... Il y a eu une première alternance pacifique et la République démocratique dans le club des pays véritablement démocratiques. Et les statistiques de la FAO et de l'Institut français d'études agronomiques renseignent que, exploités comme en Belgique ou en Afrique du Sud, nous pouvons nourrir 2 milliards d'individus. Mais comment nous n'arrivons pas à manger, nous sommes 60 000. Comment voir peur du moment où je fais le sport? S'il y avait une activité, je ne ferais pas le sport, j'aurais été quelqu'un. C'est un message. Et déjà, le gouvernement a pris ses responsabilités pour honorer tous les engagements. Ça a toujours été pour nous un plaisir quand il faut vous servir. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Merci, n'est-ce pas, de la confiance que vous ne cessez de nous accorder dans le cadre, n'est-ce pas, de notre magazine La Libre Expression, mais aussi de notre magazine d'information Vision Info sur toutes nos chaînes partenaires, sur YouTube également, mais aussi sur notre page Facebook. Nous avons le réel plaisir d'avoir sur le plateau de notre magazine ce soir une haute personnalité de la République. En tout cas, ça a été confirmé après les élections du 30 décembre 2018 parce qu'il a bénéficié de la confiance de la population et au provincial et à la nationale. Lui, c'est l'honorable José Ndundu Bonongué, doublement élu député national et provincial, ce qui lui a permis bien sûr de diriger les bureaux provisoires de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Nous allons avec lui parler des activités qu'il a eu, n'est-ce pas, à mener au sein de ce bureau provisoire. Il nous dira les choix qu'il a apportés, n'est-ce pas, entre les deux institutions, l'Assemblée provinciale et l'Assemblée nationale. Il est aussi candidat sénateur. Pourquoi les choix, n'est-ce pas, du Sénat? Et surtout en sa qualité d'autorité morale d'un grand parti politique de l'opposition actuellement. Est-ce qu'ils sont toujours dans l'opposition? Ils vont choisir d'accompagner l'actuel pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lamuka existe-t-il encore après l'élection du 30 décembre dernier? Toutes ces questions auront des réponses avec notre invité de ce soir. Honorable, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Je l'ai dit, vous êtes autorité morale du PDC, membre Parti démocrate chrétien, oui. Membre de l'Ensemble, G7 et Lamuka. D'abord de G7, oui. Et puis de l'Ensemble. D'abord de G7, parce que c'est le G7 qui avait vu les jours avant. Ensemble, puis Lamuka. Oui. Commençons par là, honorable. Nous avons suivi hier Christophe Lutundula sur Top Congo. Aujourd'hui, une autre déclaration allant à l'encontre, n'est-ce pas, de celle de Christophe Lutundula. Lamuka existe-t-il encore? Lamuka pose problème, c'est clair. Lamuka était un accord de plusieurs partis pour les élections. Les élections sont terminées, on a vu ce qui s'est passé par la suite. Donc on ne peut pas rester figé avec Ensemble d'un côté, Lamuka de l'autre. Nous pensons, nous qui réfléchissons dans le cadre du G7, qu'aujourd'hui, il faut partir de ce qui existe, restructurer convenablement pour que nous puissions faire une opposition qui soit une opposition institutionnelle, à l'intérieur des institutions. Nous avons des élus à l'Assemblée nationale, nous avons des élus dans les provinces, nous aurons bientôt des élus au Sénat. Nous ne pouvons pas rester dans une position figée. Donc nous considérons, moi je considère avec quelques autres, comme le doyen Tshilombo, comme Christophe Lutundula, comme Mwando, que les choses ont évolué et nous devons nous adapter à cela. La flexibilité est obligatoire en politique. Donc il faut évoluer et voir les choses autrement. Il faut évoluer et s'il faut réévaluer, il faut alors réévaluer Lamuka clairement tenant compte de l'évolution des choses. On ne peut pas dire que les 2 derniers mois il n'y a rien eu. Il y a eu énormément de choses. Il faut en tenir compte. La disparition ou l'évaluation au sein de Lamuka, c'est dans le cadre d'une alliance avec le pouvoir, l'actuel pouvoir de Félix Tshisekedi, ou c'est dans le but de faire une opposition de manière républicaine?
pas forcément dans une alliance. Mais si nous devons faire l'opposition, ce que nous voulons faire, à moins que les conditions, les paramètres politiques qui nous entourent aient évolué, si nous devons le faire, il faut que nous soyons d'abord de quelque part, nous sommes G7, nous sommes ensemble, et il faut que toutes les parties puissent s'exprimer librement. La phase électorale est considérée comme terminée, sauf bien entendu ce qui reste à faire au niveau du Sénat, au niveau des provinces, parce que c'est aussi extrêmement important, parce que la gestion, je dirais, d'une décentralisation part de la base. Donc il y aura bientôt aussi des élections locales et municipales. Et il faut en tenir compte et se positionner par rapport à cela, ne pas rester figé. Mais quelle est la position de l'ensemble et du G7 sur la main tendue de Félix Tshisekedi? Mais d'abord, c'est une main tendue. Qu'elle soit propre ou qu'elle soit sale, selon une expression qui est là, c'est une main qui est tendue. Nous devons évaluer. Est-ce que nous apportons notre soutien à Félix Tshisekedi dans les domaines dans lesquels il s'est prononcé, la lutte contre la corruption, le progrès vers la démocratie, etc., ou nous restons en dehors et nous considérons que tout est figé et qu'il faut continuer? Nous pensons. En tout cas, moi je reviens de l'intérieur, j'ai fait l'intérieur depuis le début de toute cette campagne électorale. Les besoins aujourd'hui sont tellement énormes qu'il faut réfléchir par deux fois pour dire qu'on ne s'engage pas dans un processus d'une cohabitation qui puisse permettre à notre population d'enfin bénéficier de paix, de démocratie, parce que finalement, le combat que nous avons mené, et je pense ici à Moïse Katumbi, le combat que nous avons mené avec des risques considérables, et quelquefois nous devions même nous déplacer de là où nous étions, parce que nous étions suivis de toutes parts, ce combat-là a donné des fruits. La démocratie est là. Elle est partielle, elle n'est pas parfaite, forcément. Et donc, ce que nous faisons, c'est, est-ce que nous soutenons ce progrès, même timide, vers la démocratie de plus en plus forte dans notre pays, ou nous restons à l'écart? Nous pensons, les amis dont j'ai cité le nom ici tout à l'heure, nous pensons qu'il faut apporter notre soutien à un système évolutif. Nous pensons que le président Tshisekedi a besoin de notre soutien. Nous savons qu'il ne peut pas évoluer seul et qu'il a besoin de nous. Alors le choix que nous faisons, c'est de dire oui, avec des réserves, mais dans un cadre institutionnel, dans un cadre de respect mutuel, même si nous savons qu'on ne nous fera pas de cadeau. Nous devons nous inscrire dans ce processus de la manière dont je viens de parler. Mais comment expliquer le silence de Moïse Katumbi, qui depuis l'élection de Félix Tshisekedi ne s'est jamais prononcé? C'est vrai qu'on lit les tweets d'Olivier Kamitatou, Francis Kalombo, mais ces derniers n'engagent pas Moïse Katumbi, bien qu'ayant des fonctions. Alors, ils sont porte-parole de Moïse Katumbi, donc ils l'engagent d'une manière ou d'une autre. Mais le talent de nos porte-paroles est là, c'est une évidence. Olivier Kamitatou, avec les qualités qui sont les siennes, il dit les problèmes qui existent et il dit les vrais problèmes. Il faut reconnaître qu'il y a de vrais problèmes. L'accord de la Saint-Sylvestre est accompli à quel niveau? On sait très bien que rien n'est parfait. La situation. Est-ce qu'on doit encore parler de cet accord après l'élection? On ne fait pas un accord et puis on fait comme s'il n'existait pas. La question des réfugiés, la question de nos amis exilés, la question de ceux qui sont en prison, les entorses qui sont faites à la liberté d'expression, on les connaît, on les vit encore. Et beaucoup se posent des questions par rapport à la manière de l'installation du président actuel. Ces questions-là, il faut les rencontrer, il faut essayer progressivement de les résoudre, puisqu'on ne réussit pas à les résoudre immédiatement. Et on ne pourrait d'ailleurs en aucune manière les résoudre immédiatement. Donc, c'est un système évolutif. Nous voulons, comme PDC, nous voulons comme G7, nous voulons comme ensemble, essayer de résoudre. Et si des partenariats sont possibles pour renforcer ce combat à l'intérieur des institutions, eh bien, ils sont les bienvenus. Aujourd'hui, les priorités sont celles que nous connaissons. La lutte quotidienne pour la démocratie, la lutte pour que le peuple congolais puisse avoir de l'emploi. Il n'y a pas d'emploi dans ce pays. Presque l'offre d'emploi est quasi inexistante. Les questions sociales, d'éducation, le patrimoine, comment nous préservons le patrimoine. Aujourd'hui,
la question forestière que je connais un peu, les solutions qui sont apportées sont d'un amateurisme qu'il faut totalement combattre parce que nous ne pouvons pas aujourd'hui continuer à gérer nos ressources naturelles comme c'est fait. Mais tout ce combat-là, Tshisekedi s'y engage, nous lui faisons, à mon avis, confiance par rapport à ce qu'il dit. Nous voulons le voir, la mise en action de ces réformes que nous attendons tous. Mais est-ce le combat que continue à mener Fayulu jusqu'à ces jours portera ses fruits? Il continue à faire des meetings à travers le pays où il revendique la vérité des urnes. À ce stade, est-ce que ce combat est encore opportun? Il faut d'abord saluer le courage de Fayulu. Et ce qui a été émouvant, c'est cette rencontre des deux, Fayulu et Tshisekedi, dans une église, où ils prient ensemble. C'est un grand témoignage. C'est de dire que voilà, les filles et les fils du Congo cherchent des solutions aux problèmes de cet immense pays. Et les voix sont peut-être partagées, divisées, mais il faut espérer qu'on trouve des solutions pour que tout le monde puisse participer à la reconstruction de ce pays. Je connais Félix Tshisekedi, je n'imagine pas qu'il pense un seul instant que seul il peut résoudre les problèmes. De la même manière, Martin Fayulu. Donc, pour évoluer, pour avancer, il y a deux possibilités. Soit on se dit oui, nous apportons notre quote-part et nous serons sévères quant à l'analyse des résultats qui seront donnés, à la méthodologie et à la manière dont c'est mis en place, ou nous restons en dehors, ou nous restons dedans. C'est le choix. Nous avons fait le choix de considérer qu'il faut aller de l'avant et espérer que notre soutien, notre concours pourra apporter quelque chose au développement de ce pays. Parce qu'il faut aller à l'intérieur pour voir dans la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui le pays. Le pays est bloqué. Quand vous allez dans une salle de réunion, dans un meeting à l'intérieur, vous demandez ceux qui ont un emploi. L'emploi, c'est la subsistance quotidienne, c'est les enfants qui doivent aller à l'école, c'est les soins médicaux, quand vous voyez le nombre de gens qui sont au chômage dans ce pays, c'est un problème majeur. Est-ce qu'on peut le résoudre seul, dans un système d'orgueil qui consiste à dire tout va bien, tout va pour le mieux, ou bien on peut le résoudre ensemble, avec des voies de respect mutuel? C'est la donne qui est là en face de nous aujourd'hui. Vous le dites, il faut aller à l'intérieur pour voir tout ce qui se passe. Félix Antoine Tshisekedi, l'actuel chef de l'État, en est conscient, mais il a dit que ce n'est pas dans 5 ans qu'on pourra résoudre tous les problèmes des Congolais. Que faire justement pour que, bien que dans les 5 ans ne permettront pas à faire mieux, mais quelque chose soit quand même fait? Surtout, ne pas diviser le Congo. Surtout considérer que c'est l'affaire de tout le monde. Surtout considérer que personne n'a le monopole ni de la vérité, ni de la connaissance, et que donc, le plus, il ne sera bon président que dans la manière, dans la façon qu'il aura utilisée pour rassembler le plus de Congolais, donc le plus d'énergie, pour arriver à solutionner partiellement, progressivement, les problèmes qui se posent à ce pays. Je parle de l'intérieur, on peut parler des problèmes qui se posent à Kinshasa, cette ville dont on voit la déstructuration, les constructions anarchiques, etc. Les poubelles. Les poubelles. Donc, il faut absolument que ce soit prégnant, que ce soit l'affaire de tout le monde, que ce ne soit pas la question de Félix Tshisekedi ou d'une tribu, comme d'aucuns veulent le penser ou le dire à tort ou à travers, mais que ce soit l'affaire de tous les Congolais, avec des Congolais qui sont tous, à qui est donnée la possibilité de se retrouver chez eux. Je pense encore une fois à Moïse Katumbi, je pense à ceux qui sont à l'extérieur, à ceux qui croupissent dans les prisons, je pense à l'évolution qu'il faut donner à nos services de sécurité, de renseignement, je pense à notre armée avec les problèmes qui se posent, de sous-emploi. Donc tout cela doit être l'affaire de tous les Congolais. C'est la vision que nous avons au G7 et c'est la vision d'ensemble. Je rappelle quand même que le patron de l'ensemble, c'est Moïse Katumbi. Honorable José Ndongo, vous dites que le tout repose sur l'unité nationale.
Mais d'aucuns estiment, vous êtes un ancien militaire du régime Mobutu, il avait basé son combat sur l'unité nationale, fait qu'il amena justement à nommer à la tête de certaines provinces les non-originaires. De toutes les provinces. De toutes les provinces, les non-originaires. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les élections des gouverneurs, où on a obligatoirement que les originaires, cette unité nationale sera possible? Pourquoi ne pas penser à cette idée d'avoir à la tête des provinces les non-originaires, par exemple? Mais il n'est pas exclu que je me présente comme candidat gouverneur au Kasaï. C'est pas exclu. Il n'est pas dit que... Se présenter comme candidat et se faire élire. Mais ce sont deux choses différentes. Il y a eu des candidats... On combat le tribalisme, mais on a comme impression qu'on les combat verbalement, mais dans l'action, on fait autre chose. La tribu est une richesse, à condition qu'elle soit bien gérée. C'est la responsabilité de tous les responsables de faire de ce qui peut constituer un problème. Vous évoquez le maréchal Mobutu. Ce qui était un problème, il avait réussi à en faire un bien en tenant compte, par exemple, que les choses ont évolué. Les choses, on interdit à personne. Vous connaissez l'honorable Comte de Vilakikanda, il a été élu à Goma, il n'est pas de Goma. Donc, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est possible demain que je me fasse élire au Kasaï ou au Katanga. Donc, je ne crois pas qu'il faille considérer la tribu comme un mal. La tribu a permis à tous les Congolais de vivre ensemble, de partager des moments de bonheur, de souffrance, surtout, hélas. Aujourd'hui, ce qui se passe à Béni, on l'a vu, intéresse tous les Congolais, d'où qu'ils soient. Donc, aujourd'hui, et tous ceux qui font l'étudiant, moi-même, il y a quelques mois, on m'a déçu de ma qualité d'électeur. Quelle a été la réponse? C'est ce que vous appelez double brassard. Donc, ceux qui considèrent qu'ils ont le monopole de sanctions ou ils ne sont pas à l'abri eux-mêmes des surprises. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, les Congolais, avec ceux qui existent, doivent se mettre ensemble pour bâtir, pour reconstruire, pour faire en sorte que ce pays, enfin, profite à tous les Congolais. Ça n'a pas été le cas jusqu'à ce jour. Ça n'a pas été le cas jusqu'à ce jour. Parlons maintenant de la province de l'Équateur, d'où vous venez. Vous avez passé pratiquement 3 mois, je dirais 4, depuis la période de la campagne jusqu'à aujourd'hui. Quelle est la situation que vous avez vécue, que vous avez trouvée, avant que l'on fasse le bilan du bureau provisoire que vous avez dirigé? Je vous ai dit, vous ne vous rendez pas compte de la dégradation de la situation à l'intérieur du pays. Il n'y a plus de rivières. Il y a des rivières qui... Et comment vous circulez? Mais dans des conditions épouvantables. Dans des conditions épouvantables. Il n'y a plus d'école, il n'y a pas de banc en cuvette centrale. Donc là où le bois, il n'y a pas de banc. Il pleut. Les bois se trouvent à l'Équateur. Et il n'y a pas de banc. Mais il n'y a pas de banc. Il n'y a pas de banc. Comment expliquer cela? Voilà, c'est un des paradoxes de ce pays. Et c'est ça qui doit nous donner à réfléchir. Les injures, c'est bien beau, mais en quoi ça arrange, ça améliore le quotidien du Congolais? L'exclusion, c'est bien beau, mais ça améliore quoi dans le fonctionnement de ce pays, dans les hôpitaux, dans les écoles, dans tout ce qui existait institutionnellement pour permettre à ce pays d'évoluer, de progresser? Tout cela a disparu, tout cela a régressé. Et vous arrivez comme à l'Équateur où j'étais. C'est épouvantable dans la condition de travail des députés provinciaux. Donc tout cela est un combat tellement grand qu'il faut toutes les énergies. Et les uns et les autres seront jugés par la manière qu'ils auront utilisée pour rassembler le plus de Congolais. Donc c'est rassembler qui compte aujourd'hui et pas diviser. Rassembler qui compte et pas diviser. Donc c'est un appel que vous lancez à ceux qui se rétractent, à ceux qui estiment que la main tendue de Félix Tshisekedi n'est pas la bienvenue. Je vais parler de Mouzito, je vais parler de Fayou, et quelques-uns encore qui considèrent que la Mouka existe encore. Fidèle va parler avec le maître. Mais s'il y a des gens qui considèrent que la Mouka existe, c'est leur droit. C'est leur droit souverain de dire nous continuons à l'intérieur de la Mouka. Mais nous pensons, et on ne peut pas nous refuser cela. On n'a pas fait le combat de la démocratie pour nous refuser de dire
La MOCA, certes, oui, il a joué son rôle. Maintenant, peut-être réfléchissons autrement comment lui faire jouer encore un meilleur et un plus grand rôle. Cela, on ne peut pas me l'enlever. On ne peut pas nous enlever à nous de considérer que les choses ayant évolué, il faut aussi la flexibilité nécessaire pour évoluer. Il faut. Et si le devoir de chacun était peut-être aujourd'hui de dire, il est en place, ce président, aidons-le à s'en sortir pour que demain, nous puissions avoir des élections autres que celles que nous avons connues. Parce que quelque part, lui-même est victime de ce système électoral. Il suffit de voir le nombre de ses élus. Et ça pose déjà maintenant un problème. Merci. La MOCA n'existe plus, mais faisons-nous quand même un bilan de quelques jours, 2 mois presque, 1 mois et demi, passé à la tête du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, avant de démissionner. Qu'est-ce que vous avez réussi à faire? J'ai réussi. La toute dernière opération, c'est faire passer le règlement intérieur. Et il faut voir dans quelles conditions épouvantables on a travaillé pour sortir ce règlement intérieur. L'Assemblée provinciale a combien de députés? 21. Il y a 19 élus et 2 cooptés. C'était ça, le règlement intérieur. Il est prêt, il a été déposé. Une délégation vient la remettre à la Cour constitutionnelle comme pour avis. Il fallait coopter, ça a été fait. Il reste maintenant une 3e tâche qui est constitutionnelle, c'est mettre en place le bureau définitif. Le bureau définitif qui permettra alors à cette Assemblée de fonctionner pour les 5 années qui viennent. Donc tout cela est en cours. Il y avait le problème de l'incompatibilité, c'est pour ça que j'ai démissionné pour rester dans les lignes de ce qui est prévu constitutionnellement. Et pourquoi avoir démissionné de l'Assemblée provinciale alors que certains estimaient que le patriarche allait rester à la tête de sa province, pouvoir de près? Je crois que le patriarche a surtout un rôle d'encadrement, un rôle je dirais, de contrôle, un rôle de visite, de présence. Et je vais proposer, peut-être mon âge me donne ce droit, je vais proposer à quelques frères de l'Équateur que nous puissions mettre en place un caucus apolitique ici. Sans tendance. Sans tendance. Qui puisse apporter un soutien à cette chambre de députés provinciaux où j'ai observé quand même une nette amélioration par rapport à... Donc il y a un progrès qui se fait, malgré tout ce qu'on peut se dire. Et je crois que l'idée d'un caucus, que je vais essayer de vendre, c'est de faire en sorte que nous puissions apporter qui dans le domaine de l'éducation, qui dans le domaine de la santé, qui encore dans le domaine des infrastructures, un plus pour que nos jeunes frères ou nos enfants qui sont dans cette assemblée provinciale puissent en profiter pour maintenant implémenter les réformes nécessaires, les changements utiles pour qu'on améliore la condition de vie, qu'on améliore le milieu de vie, qu'on améliore ce qui peut permettre à chacun de trouver son développement sain, équilibré, à l'intérieur du pays et pas nécessairement ici à Kinshasa. Donc, ce choix est fait pour cette base-là. Et pour cela, c'est vrai qu'il vous allez initier un caucus, n'est-ce pas, d'enfants de l'Équateur, fils et filles de l'Équateur. Mais je vais proposer. Vous allez proposer. Mais l'Équateur a aussi besoin d'un gouverneur responsable. Un gouverneur qui aura les soucis de son développement. L'Équateur qui a des bois, mais les élèves manquent des bancs. L'Équateur qui a ceci, mais rien ne marche. Alors que la province a ses 10 fils qui peuvent faire mieux. Commençons par le prochain gouverneur. José Ndoumboulongué soutient quel candidat parmi tant d'autres? Mais il faut d'abord dire, qu'est-ce qui s'est passé à l'Équateur toutes ces dernières années? Des conflits sans fin, des gouverneurs qui sont limogés, des gouverneurs qui sont chassés de leur bureau, des assemblées provinciales instables, des députés qui sont humiliés, qui se mettent en posture de toujours tout combattre, tout. La réalité, c'est un scandale. Quand vous entendez les gens à l'Équateur vous parler de ce qui a été le fonctionnement des institutions provinciales, c'est un scandale. Il y a eu combien de gouverneurs? Il y a eu combien de présidents de l'Assemblée? Il y a eu combien d'arrestations, de limogeages? Et donc, aujourd'hui, on se dit, il faut autre chose qui puisse venir. Et il faut éviter qu'on retombe dans les mêmes erreurs, dans les mêmes inepties. Et pour le faire,
je suis de ceux qui soutiennent aujourd'hui la candidature de quelqu'un qui a une expérience, de quelqu'un qui a travaillé dans des structures aussi diverses que des cabinets ministériels, qui a donc une vision, qui a une vue, de quelqu'un qui n'est pas conflictuel, parce que c'est ça aussi qui a détruit la province. Je soutiens Willy Carlos Mpete, que je connais bien, que d'autres aussi connaissent, qui va plus que probablement travailler en harmonie avec tout le monde, et avec ses députés, et avec les anciens comme nous, et avec ceux qui peuvent, avec les milieux ecclésiastiques essentiels au fonctionnement de... Il n'est pas quelqu'un de conflictuel. Certainement pas quelqu'un de conflictuel. C'est l'homme que je soutiens. Et j'en appelle à la responsabilité de mes jeunes frères, de mes enfants qui sont dans cette assemblée provinciale, pour qu'ils se rendent compte qu'il ne s'agit pas de mettre un président, un gouverneur pour 48 heures, c'est pour 5 ans dans la durée que l'on peut développer son pays. C'est pour le devenir de la province. Absolument. Mais c'est là où justement se pose le problème. On a deux sérieux problèmes. On a le candidat, le responsable qui peut relever le défi. On a le candidat qui a son argent, qui veut donner son argent au candidat, aux députés provinciaux. Présentement, être élu gouverneur et sénateur, c'est la poche qui parle. Est-ce que ces députés provinciaux de l'Équateur seront en mesure de faire les choix de l'excellence, ou ils vont apporter plutôt le choix de celui qui va donner plus? J'espère, je souhaite, je forme le vœu que ce soit pour celui qui va apporter l'avenir demain. Et pourquoi mais la question de la corruption, c'est une question essentielle. Souvent posée, reposée, réanalyser, réexaminer. Il n'y a pas de solution à ce problème dans la pauvreté, dans la misère actuelle. Pour combattre véritablement la corruption, il faut qu'il y ait des préalables qui soient réalisés. Sinon, c'est un discours creux et vague et vide. Il faut d'abord commencer par combattre la corruption. Il faut la pauvreté, pardon. Il faut résoudre le problème du développement. Arrêtons de rêver. Les députés, s'ils font ce que vous venez d'évoquer, c'est vous qui l'avez évoqué, il faut qu'ils comprennent que ça ne résout pas le problème. Ça résout le problème de 48 heures ou de quelques jours. Ou son problème personnel. Ou son problème personnel. Mais ça ne résout pas le problème. Vous savez, l'Assemblée provinciale de l'Équateur, sur les 21 partants, il y a eu 3 seulement qui sont revenus. C'est une leçon, je l'ai dit dans mon discours d'introduction, c'est une leçon que tout le monde doit prendre. Vous ne pouvez pas être là à représenter une population de plusieurs centaines, 1 million de populations enregistrées dans le cadre de la province. Et ces gens vous observent, voient comment vous fonctionnez, et ils vous le font payer d'une manière ou d'une autre. Mais essentiellement, préalablement à la solution de ce problème, il y a les paramètres à corriger, le développement, le sous-développement, la pauvreté, tout ça fait partie d'un bloc. Et tout ça implique que nous nous mettions tous ensemble pour pouvoir résorber ces problèmes. C'est-à-dire que Félix Tshisekedi a du pain sur la planche. Je pense qu'il en est convaincu. Je ne crois pas qu'il s'imagine, en tout cas les entretiens que j'ai eus à l'époque avec lui, montraient clairement qu'il était... Écoutez, vous savez, lorsque vous avez vécu pendant autant d'années à l'extérieur, vous avez au moins des éléments de comparaison que les gens que nous rencontrons dans nos villages n'ont pas. Vous pouvez comparer, par exemple, les questions de transport. Chaque semaine, vous apprenez, il y a une baleinière qui a coulé, qu'il y a autant de morts. Il y a des causes à cela, dont la pauvreté, dont la recherche, dont la déstructuration de l'appareil de l'État. On donne des autorisations à des bateaux qui ne devraient pas, des avions qui ne devraient pas, des véhicules qui ne devraient pas. Mais tout ça fait partie d'un bloc, et je pense que le président Tshisekedi est convaincu que tout cela fait partie de ce. Chaque matin, quand il se lève, il doit penser qu'il y a tout cela sur les bras. Et pour terminer avec cette question, vous êtes vous-même candidat sénateur. Comment comptez-vous vous faire élire avec tout ce qui se raconte autour de la corruption? Vous avez, vous, 50 000 à donner à chaque député provincial? Non, certainement pas. Et je ne pense pas... Vous savez, la première des choses que doit faire celui que vous appelez un patriarche, c'est rassembler les gens.
C'est sans arrêt se retrouver ensemble, respecter le respect mutuel. Et partager, par exemple, un repas avec les gens, partager les discussions avec les gens, prendre à bras le corps les problèmes des plus jeunes, des moins gratifiés, de ceux qui chaque jour est un problème pour eux, de survie, de subsistance, d'études, d'école. Donc, être au milieu sans être totalement englué dans les problèmes du milieu. Être dans la maison, mais sans se laisser piéger à l'intérieur de la maison. Et là, c'est difficile avec des maisons qui n'ont pas de serrure, qui n'ont pas de... Donc, c'est un problème vaste et qui ne se résout pas seulement, comme vous pensez, par la corruption, qui ne provient pas seulement de la corruption. C'est des problèmes majeurs. Il faut les prendre à bras le corps, il faut les préempter même pour pouvoir dire demain on a essayé de résoudre le problème. Nous avons presque épuisé notre temps, honorable José Ndundu Bonongue. Aujourd'hui, pouvons-nous dire que le peuple congolais peut se frotter les mains d'avoir voté pour l'alternance? Il ne peut pas. Le peuple congolais est heureux d'avoir donné un sens à l'alternance. Une partie du peuple dit que ça n'a pas été fait dans les conditions absolument. Personne ne peut nier cela. La question, la gestion des élections a été chaotique, catastrophique. Mais on fait avec ce qu'on a. Et donc il faut espérer que la prochaine fois ce sera mieux. Il faut se battre pour que les périodes intermédiaires, on améliore le fonctionnement des institutions. Et ça, comme je l'ai dit, comme je le redis, ensemble. Notre regroupement a un sens, quand on dit, c'est ensemble qu'on va le faire. Qu'on soit de l'Est, de l'Ouest, du Centre, du Sud, qu'on soit intellectuel ou pas, que l'on soit gratifié de talent, et que c'est le problème du Congo, c'est le problème de tous les Congolais. Pas dans l'exclusion, mais dans l'intégration, dans la mise en œuvre, dans la mise en commun de tout ce qui est bon et dans le rejet de tout ce qui est négatif, de tout ce qui bloque le développement de ce pays. C'est-à-dire que tout le monde a un rôle à jouer dans le développement de ce pays. Absolument, absolument. Et vous, le journaliste, vous le jouez depuis 15 ans. Voilà. Donc je ne crois pas qu'il faille exclure dans un sens ou dans l'autre. Et les problèmes en souffrance, les débats actuels, il faut souhaiter, il faut prier pour que on arrive à ce qu'au plus haut niveau de l'État, certaines questions qui se posent encore puissent être au moins appréhendées et trouver solution. Vous savez à qui je pense, à quoi je pense. Exactement. Ça n'est donc fini. Un dernier message pour tous ceux qui vous ont suivi ce soir. Non, merci, j'ai parlé trop, donc ça suffit comme ça. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie, mon cher. Voilà, ça n'est donc fini pour ce soir, mesdames et messieurs. Vous l'avez suivi. Il a parlé sans complaisance, il a parlé en toute liberté. Toutes les questions ont été abordées, en commençant par la Mouka. L'actualité politique de notre pays n'a pas été, n'est-ce pas, mis de côté. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir été des nôtres et à toute l'équipe technique. D'ici là, portez-vous bien en compagnie de nos différents programmes sur toutes nos chaînes partenaires. Au revoir. Pour le calme qui a été le vôtre, par rapport au camp sortant, et même... Il y a eu une première alternance pacifique et la République démocratique dans le club des pays véritablement démocratiques. Et les statistiques de la FAO et de l'Institut français d'études agronomiques renseignent que, exploités comme en Belgique ou en Afrique du Sud, nous pouvons nourrir 2 milliards d'individus. Mais comment nous n'arrivons pas à manger, nous sommes 60 000. Comment avoir peur du moment où je fais le sport? S'il y avait une activité, je ne ferais pas le sport, j'allais être quelqu'un. C'est un message. Et déjà, le gouvernement a pris ses responsabilités pour honorer